Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend absolument partout, l'employabilité. On l'entend dans les discours politiques. C'est un point clé dans les entretiens. On lit ça dans tous les articles sur l'avenir du travail. On a l'impression que c'est un peu le saint Graal de la carrière. Mais au fond, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste une question de CV, de compétences à accumuler sans fin? Pour aller au-delà de ce simple mot à la mode, on a analysé une vidéo très éclairante de Fenech Media qui justement décortique le concept. Alors notre mission, c'est de démonter ce mécanisme ensemble. On veut comprendre ce que l'employabilité implique vraiment pour nous, en tant qu'individus, mais aussi pour les entreprises et puis pour la société en général. Et on va voir que c'est bien plus complexe, bien plus nuancé qu'on pourrait le croire. Oui, et je pense que le point de départ qui change tout, c'est l'idée que l'employabilité, ce n'est pas une caractéristique stable. Ah, Ce n'est pas un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes. C'est un processus, c'est quelque chose de vivant, de dynamique, qui évolue tout le temps. Et c'est cette fluidité qui rend le concept si important aujourd'hui. Et en même temps si difficile à saisir, en fait. c'est un excellent point. Ce n'est pas un état, mais un mouvement. Alors, pour qu'on parte sur les mêmes bases, comment est-ce qu'on peut définir l'employabilité de façon claire? Alors, pour une définition solide, on peut prendre celle de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Hein, d'accord. Elle la définit comme l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de la vie professionnelle. Ce qui me frappe là-dedans, ce sont les verbes d'action. Oui, C'est pas juste trouver un emploi, c'est aussi conserver, progresser et, peut-être le plus important, s'adapter au changement. Ça dessine une vision vraiment à long terme, presque une compétence de navigation dans un monde du travail qui est de plus en plus incertain, quoi. exactement. On pourrait même le reformuler un peu différemment. C'est la capacité à trouver, conserver, évoluer et même retrouver un travail de manière autonome. Autonome. Oui, le mot autonome est fondamental ici. Il implique une prise en main, une responsabilité active. L'idée, c'est de ne plus être un simple passager, mais de devenir le pilote de sa propre trajectoire. D'accord. L'idée de piloter sa trajectoire, c'est très parlant. Mais en même temps, ça met une pression énorme, non? Est-ce que ça veut dire qu'on est tout seul aux commandes? Que tout repose sur nous? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse montre que non, justement. Ah, ouf. Penser que tout dépend de l'individu, c'est une vision très incomplète, voire fausse. En réalité, l'employabilité se construit sur trois piliers, trois dimensions qui dépendent les unes des autres. La première, c'est bien sûr la dimension individuelle. Ça, j'imagine que c'est la partie qu'on connaît le mieux. Mes compétences, mon expérience, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Du point de vue de l'individu, on parle des connaissances, des qualifications. Mais ça va plus loin. Le comportement, la personnalité, ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, tout ça est devenu tout aussi important. Mhm. La capacité d'adaptation, la curiosité, l'envie d'apprendre, tout ça, ça fait partie du bagage. C'est ce qui définit ce qu'on appelle l'employabilité relative. L'employabilité relative. À quel point mon profil est pertinent et productif par rapport aux autres sur le marché du travail. Ok, donc ça, c'est ma part du travail, je dois cultiver mes compétences, mon état d'esprit, mais je sens bien que ça ne suffit pas. Je peux être la personne la plus compétente du monde, si le marché dans mon secteur s'effondre, mon employabilité relative ne pèse pas lourd. On est d'accord? Absolument. Et ça nous amène directement au deuxième pilier, la dimension institutionnelle. D'accord. C'est tout ce qui nous dépasse en tant qu'individu. Pour l'État, par exemple, l'employabilité, ce n'est pas une affaire de carrière personnelle. C'est un enjeu macroéconomique. Ça influence le taux de chômage, la croissance, bref. On entre ici dans le concept d'employabilité absolue. L'employabilité absolue. C'est-à-dire? Celle-ci, elle ne dépend pas de vous, mais du marché du travail lui-même. C'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. S'il n'y a aucune offre d'emploi dans un domaine, même le plus grand expert aura une employabilité absolue proche de zéro. Et la puissance publique, l'État, il peut faire quoi concrètement? Un très bon exemple en France, c'est le compte personnel de formation, le CPF. Ah oui, C'est un outil créé par l'État pour donner aux individus un levier d'action. L'idée, c'est de permettre à chacun de se former tout au long de sa vie de sa propre initiative. En d'autres termes, l'État fournit un outil pour que les gens puissent améliorer leur employabilité relative, en espérant que la somme de tout ça améliore l'employabilité absolue du pays. C'est un pont entre les deux. je vois. Donc, il y a moi, l'individu, il y a l'État qui crée un cadre, des outils, mais il manque l'acteur avec qui je passe le plus clair de mon temps, mon employeur.
L'entreprise? Elle est juste spectatrice dans cette histoire. Pas du tout. Et c'est le troisième pilier, la dimension organisationnelle. L'employabilité, c'est aussi une responsabilité partagée par l'entreprise. Ça doit même être au cœur de sa politique de ressources humaines. Mais est-ce que c'est vraiment dans son intérêt? Une entreprise forme quelqu'un, cette personne devient plus employable, et du coup, elle a plus de chances de partir voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il y a un paradoxe, non? C'est un risque, c'est vrai, mais le calcul est plus complexe. L'entreprise, elle a un double objectif. Le premier, c'est d'assurer l'adéquation entre ses propres besoins et les compétences de ses équipes. Logique. Si elle ne forme pas ses collaborateurs, ils deviennent obsolètes et l'entreprise avec. Le second objectif, c'est la rétention des talents. Pour garder les meilleurs, il faut leur proposer des perspectives, les former sur des compétences d'avenir. C'est un investissement en fait. Donc, si on met tout ça bout à bout, l'idée que mon employabilité repose uniquement sur mes épaules est un mythe en fait. Oui, ce qu'on découvre, c'est un modèle beaucoup plus réaliste, un triangle de responsabilité. Si l'un des trois acteurs, l'individu, l'entreprise ou l'État, lâche, tout le système s'effondre. C'est exactement ça. C'est comme un tabouret à trois pieds. Ah, j'aime bien l'image. Si un pied est plus court, se brise, le tabouret devient bancal. Un individu très motivé dans un désert économique, sans soutien de son entreprise, il aura du mal. Une entreprise qui investit sur des gens qui ne veulent pas évoluer jette de l'argent par les fenêtres. Et des politiques publiques généreuses que personne ne saisit, ça ne sert à rien. C'est beaucoup plus clair. Mais ça ouvre la porte à des questions bien plus complexes, plus humaines. On sort de la simple mécanique des compétences. L'analyse qu'on a étudiée le montre bien. Ce concept, même bien défini, reste au cœur de vrais débats. Oui, et c'est peut-être la partie la plus importante. Une fois qu'on a compris le comment, il faut se poser la question du pourquoi et du à quel prix. Par exemple, quel est le lien réel entre être très employable et être simplement heureux au travail? Ça, c'est la question fondamentale. On nous pousse constamment à acquérir de nouvelles compétences, souvent dictées par le marché. On nous dit « apprenez à coder, devenez expert en data, maîtrisez cette IA ». Mais si au fond, ces activités ne nous correspondent pas, si elles sont en conflit avec nos valeurs, on risque de devenir très employable pour un poste qui nous rendra profondément malheureuses. C'est tout le paradoxe. On peut optimiser son employabilité au détriment de son épanouissement. La quête de sécurité peut entrer en collision avec la quête de sens. L'analyse soulève aussi la question des limites. Est-ce qu'on doit, et même est-ce qu'on peut, être en développement permanent? N'y a-t-il pas un risque d'épuisement, de burn-out de la compétence? Cette pression est réelle. On a l'impression d'être un logiciel qui doit constamment être mis à jour pour ne pas devenir obsolète. Et ça amène à la question finale, la plus politique peut-être. Au bout du compte, qui est vraiment responsable de cette employabilité durable? C'est le débat central. Est-ce qu'on doit continuer à mettre le fardeau principal sur l'individu en lui disant « c'est à toi de t'adapter ou de disparaître » Le fameux « traverse la rue ». Voilà. Ou est-ce la responsabilité première de l'entreprise, qui bénéficie des compétences, ou encore celle de l'État, dont le rôle est d'assurer la cohésion sociale? Il n'y a pas de réponse simple, et la façon dont une société répartit ce fardeau en dit long sur ses valeurs. Et on voit que ce ne sont pas des questions théoriques. Quand une entreprise licencie massivement à cause d'un virage technologique, la question de sa responsabilité dans la reconversion de ses ex-salariés, elle se pose. Tout à fait. Quand l'État réforme l'assurance chômage ou le CPF, il ajuste justement ses curseurs. Ce n'est pas qu'un concept de RH, c'est un enjeu de société. Absolument. Et ça complexifie l'action de chaque acteur. Une entreprise peut proposer une super formation très demandée, mais si cette compétence mène à un métier qui vide le salarié de son énergie, le développement de l'employabilité se heurte à un mur humain. Bon, si on essaye de synthétiser un peu, le premier point majeur, c'est que l'employabilité, ce n'est pas un état figé, c'est une capacité dynamique. Oui. Le deuxième point, peut-être le plus important, c'est de sortir du mythe de la responsabilité purement individuelle. C'est une co-construction, un équilibre entre moi, mon entreprise et l'État. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces trois dimensions peuvent créer un cercle vertueux. Ah oui. Une politique publique intelligente, comme le CPF, peut encourager une initiative individuelle. Un individu qui se forme devient plus précieux pour son entreprise, qui aura alors intérêt à investir encore plus en lui. Chaque pilier renforce les autres. C'est ça,
un écosystème sain. C'est une vision beaucoup plus complète. Et pour terminer, j'aimerais qu'on revienne sur ces débats, car ils nous laissent avec une réflexion essentielle pour la suite. On a parlé de ce conflit potentiel entre l'employabilité et les valeurs personnelles. Ça soulève une question que chacun peut se poser, je crois. Dans cet effort constant pour rester pertinente, pour nous adapter aux exigences du marché, comment faire pour ne pas se perdre en chemin ? Comment s'assurer que dans cette course à la compétence, on ne sacrifie pas nos aspirations profondes et notre propre définition d'une vie professionnelle réussie ? Le véritable enjeu de l'employabilité durable, ce n'est peut-être pas seulement de durer sur le marché du travail, mais de durer en accord avec soi-même.